Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Alors, il y a quelques mois, on lançait une mini-série sur le financement de la transition énergétique. Et le premier épisode, il nous emmène du côté des banques, plus précisément avec la Banque de la transition énergétique. Alors, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, le lien se trouve en description. Mais financer la transition, ce n'est pas seulement installer des équipements sobres ou rénover des bâtiments, c'est aussi soutenir plus largement les initiatives qui protègent notre environnement et font évoluer les comportements. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on élargisse le cadre. Cap sur la transition écologique dans son ensemble avec un focus sur un levier qui est encore trop peu mobilisé. Il s'agit du mécénat d'entreprise. Chaque jour, des associations agissent pour la biodiversité, la dépollution, la sensibilisation au climat, et pourtant elles manquent cruellement de moyens. En parallèle, vous avez de plus en plus d'entreprises qui veulent s'engager concrètement et donner du sens à leurs actions. Le mécénat participatif leur en donne l'occasion. Pourtant, selon le dernier baromètre du mécénat d'entreprise d'Admical, en 2024, seulement 9% des entreprises françaises sont mécènes. Donc, c'est bien un levier qui est encore largement sous-exploité. Et si cette année, pour Noël, votre entreprise vous offrait bien plus qu'un petit goodies floqué? Et si, finalement, elle vous permettait de soutenir vraiment la transition? Alors, c'est justement ce que propose Dift, une start-up qui est née en 2022 et qui permet aux entreprises de soutenir des associations. Allez, je vous propose de découvrir comment le mécénat peut devenir un levier de la transition écologique avec Georges Badevant, qui est le cofondateur et le CEO de Dift. Bonjour Georges. Bonjour Aurélie. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au micro de Préparons demain. Merci beaucoup de l'invitation, ravi de partager ce moment ensemble. Allez, je suis là pour te poser quelques petites questions et donc je vais enchaîner avec ma première question. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce qu'est Dift pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas encore l'entreprise? Oui, alors Dift, c'est une jeune entreprise que j'ai cofondée il y a un peu plus de 2 ans. Dift crée un nouveau pont de financement entre le monde des entreprises et le monde des associations. Et concrètement, notre produit, c'est les Dift. Dift pour don plus gift. C'est une marque va offrir des Dift à ses collaborateurs ou ses clients pour les remercier, pour les récompenser. Et son client ou son collaborateur va pouvoir ensuite distribuer ce Dift, ce don gratuit à la cause de son choix. Donc, on crée vraiment une nouvelle manière de dire merci, de récompenser. Et ça, on l'a fait avec plus de 200 entreprises en 2 ans. Ce qui nous a permis de soutenir aussi des centaines d'associations d'intérêt général. C'est super malin, ce petit jeu de mots entre don et gift. On aime bien, ça donne Dift. C'est super sympa. Et qu'est-ce qui t'a motivé à créer justement Dift? Alors, ma motivation à créer une entreprise à mission, parce que du coup, c'est une entreprise qui s'est dotée d'une mission, à savoir de financer des solutions de la transition et de sensibiliser le plus grand nombre dans cette dynamique. Ma motivation, c'est une motivation très personnelle, on va dire, de citoyen. À savoir, quand j'étais étudiant, j'ai beaucoup cherché ce que je voulais faire dans le monde du travail et d'essayer de me dire qu'est-ce qui peut m'apporter un travail qui soit riche de sens, comment je peux trouver le sens dans le travail. Donc, j'ai pas mal cherché, j'ai failli devenir avocat, j'ai testé des choses différentes et puis c'est là où j'ai fait le même constat en fait que mon meilleur ami qui était aussi à ce moment-là en école de commerce, lui dans un grand groupe dans la beauté. Et à savoir qu'on n'arrivait pas à trouver sens dans le travail. On a mené des expérimentations, on a travaillé dans des associations à ce moment-là. On a fait un grand voyage quête de sens qui s'appelait Tout plaqué pour les nuls. Et donc pendant ce voyage Tout plaqué pour les nuls, on a décidé de vivre des expériences radicales d'évasion, un peu les expériences que les cadres veulent faire lorsqu'ils veulent quitter leur bullshit job. Donc de type aller élever des alpagas, découvrir la méditation dans un temple bouddhiste ou aller dans une résidence d'artistes en Amérique du Sud. Et donc, on est allé vivre ces expériences pendant 6 mois. Et en fait, c'était un peu au second degré qu'on les vivait d'abord. Mais en réalité, ça m'a confronté un peu aux 4 coins du monde, déjà aux conséquences déjà pratiques et concrètes du dérèglement climatique. C'était un voyage qui n'était pas du tout sobre dans la manière dont on l'avait conçu. On prenait l'avion fréquemment, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte pendant ce voyage que c'était réel et bien concret. Et j'ai pu voir que au Pérou, effectivement, les éleveurs d'alpagas étaient
se batailler avec le climat parce que les pluies devenaient fréquentes et imprévisibles, parce que au Népal, le plastique est déjà partout dans la montagne. Donc moi, ça m'a vraiment un peu déprimé à ce moment-là, de me dire que Oui, c'est vrai qu'on peut se le dire. c'était réel. Et donc ça, c'était il y a un peu plus de 5 ans. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'avais envie de faire plus partie de la solution et d'aider des nouvelles solutions à advenir. Et c'est là où je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Et comme j'ai à ce moment-là travaillé à la fois dans l'associatif et à la fois dans l'univers plus tech, start-up, j'ai vu l'opportunité de réunir un peu ces deux mondes. Le monde associatif a des problèmes très importants de financement. Il est perpétuellement en train d'essayer de collecter pour financer son modèle. Le monde tech peut apporter des solutions qui permettent d'apporter des solutions à l'échelle à un grand nombre de gens et de simplifier des mécanismes de collecte. Donc c'est ainsi qu'est née l'idée de Dift. Comment on peut financer mieux les associations grâce à des budgets des entreprises et ce grâce à la technologie. Et alors concrètement, comment ça fonctionne Dift? Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple assez simple de son utilisation dans une entreprise, par exemple? Oui, alors c'est Dift, on va intervenir lorsqu'il y a des enjeux de récompense ou de fidélisation de ses collaborateurs ou de ses clients. Donc je peux te donner plusieurs exemples. Le premier exemple par lequel on s'est lancé, c'est que beaucoup de boîtes ont l'habitude d'offrir des goodies, des objets promotionnels, souvent fabriqués à l'autre bout du monde, mais qui ont en fait en pratique une espérance de vie de quelques minutes lorsqu'ils sont utilisés avant d'être parfois jetés à la poubelle. Et donc on est venu remplacer beaucoup de cadeaux, que ce soit les cadeaux collaborateurs ou des cadeaux clients. Et donc une marque, plutôt que d'offrir des stylos, des pins ou que sais-je à ses partenaires, va dire je mets le montant équivalent dans du don. Donc je fais une action de mécénat participatif, donc je mets un budget don de disons 10 000 euros, 20 000 euros, que je mets au vote, on va dire, de mes partenaires. C'est-à-dire que chacun va recevoir à ce moment-là un gift qui va avoir une certaine valeur, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Et je vais pouvoir ensuite distribuer ce gift à la cause de mon choix. Donc par là, on remplace finalement une action de marketing qui a un but très simple, à savoir me rappeler au bon souvenir de mes partenaires, me faire apprécier de mes collaborateurs. On la remplace par un mode qui est plus simple, parce que tout est digital, qui est qui est moins polluant évidemment, parce qu'il n'y a pas à produire, transporter, gérer la fin de vie de tous ces objets, qui peut avoir un meilleur levier en communication, puisque les boîtes sont quand même relativement plus fiers de faire une bonne action que de dépenser dans des objets vite consommés. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qui a très bien marché. Aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises, que ce soit des entreprises de conseil, des entreprises de services, des plus grands groupes ou des startups qui se disent oui, moi, je vais remercier mes partenaires et ça va nous permettre d'être généreux ensemble. Et donc, c'est vraiment une action de mécénat de l'entreprise, mais qu'on fait avec ses clients ou ses collaborateurs. Ça, c'est un premier grand cas d'usage. Ok. Il y en a d'autres aussi qui sont... là, c'est plutôt un cas d'usage ponctuel. Une entreprise n'offre pas non plus des goodies tous les jours. En revanche, il y a un certain nombre de marques qui ont des programmes de fidélité très importants. Lorsqu'elles ont des programmes clients avec des millions de clients, qui sont des marques importantes dans l'hôtellerie, la banque, etc., elles ont des programmes de fidélité importants où, très simplement, les clients cagnotent des points en fonction de leur achat ou de leur comportement client. Ils vont pouvoir les utiliser de différentes manières, souvent pour de la promotion. Et nous, ce qu'on a voulu apporter, on s'est rendu compte que beaucoup de ces programmes clients, ils échouaient à vraiment fidéliser les clients dans la durée, parce que ça entretenait des comportements très opportunistes des clients qui sont moins attachés à la marque qu'à un bon deal qui existe à un jour pair, mais ne va peut-être plus exister le jour impair. Par conséquent, ce qu'on a voulu apporter, c'est une brique plus émotionnelle, plus relationnelle au cœur de ces programmes de fidélité. Et ça, on l'a apporté par le don de points de fidélité. Lorsque je vais avoir usage de mes points pour soutenir une cause, je vais avoir une relation très différente à la marque. C'est-à-dire que je vais l'identifier comme une marque partenaire qui partage peut-être certaines valeurs communes, ou du moins qui me permet d'agir pour des causes qui sont importantes pour moi. Donc on va créer une proximité qui est un petit peu différente que simplement une occasion de reconsommation. Et donc ça va venir nourrir la perception de marque, l'attachement de marque. Et ce qui est magique, c'est que donc, en tant que client, je peux donc décider de donner mes points de fidélité. C'est par exemple ce qu'on fait avec des marques comme Accor, comme Cultura, où mes points, je peux les donner à des causes. Et ça va finalement créer une nouvelle fois des nouveaux budgets de dons qui avant allaient simplement dans la grande machine marketing et qui maintenant vont en partie vers des causes et créer des nouveaux budgets de dons.
Ok, et justement, alors tu l'as rapidement cité, mais c'est qui le client concrètement? Parce que j'ai l'impression que tu travailles autant avec des petites entreprises que des grands groupes finalement. Oui, alors depuis qu'on s'est lancé, on a accompagné tout type de structure. Ça reflète le fait que finalement, c'est un constat qui est partagé par plein d'hommes et de femmes partout, de se dire, bah oui, on peut réorienter collectivement nos pratiques marketing vers une manière plus écologique de faire. Maintenant, à chaque typologie d'entreprise, il y a des produits différents et des approches différentes. Donc, par exemple, nous, ce qui marche bien avec les plus grands groupes, c'est qu'on les accompagne sur leur programme de fidélité, pour notamment le don de points de fidélité ou le fait d'intégrer des récompenses solidaires au cœur de leur programme ou parcours marketing. Donc, on a surtout et principalement accompagné, si je regarde le temps qu'on a passé en tant qu'équipe, ces plus grands groupes. Donc, c'est des groupes comme Française des Jeux, comme Accor, comme Carrefour, etc., qui sont parmi les partenaires les plus importants qu'on a. Et à côté de ça, on a aussi donc, pas mal d'entreprises de services, d'entreprises B2B, qui ont des sujets avec leurs partenaires commerciaux, qui avaient l'habitude de leur offrir des cadeaux, ou bien qui organisent des événements avec leurs clients, etc. Donc ça pourrait être aussi bien des entreprises moyennes comme de taille intermédiaire. Le point commun, c'est dans quelle mesure elles font un sujet de leur relation client, notamment B2B. On fonctionne assez bien, le DIFT fonctionne assez bien comme un cadeau d'affaires finalement, qui va bien dans une relation humaine entre deux personnes qui se connaissent et qui sont fiers de faire une action positive ensemble. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel type d'entreprise est plus séduit justement par ce mécénat participatif? Oui, alors donc on a des secteurs qui sont plus sensibles en particulier. Et ces secteurs plus sensibles, ce sont des secteurs qui déjà, alors c'est mon analyse en tout cas, mais ce sont souvent généralement des secteurs qui vont plutôt bien financièrement. Ça reflète une chose, c'est que la générosité, c'est possible lorsque on fait du profit. Parce que la générosité, c'est conçu comme une manière de redistribuer une partie de la valeur ajoutée qui est créée. Donc c'est difficile pour une marque effectivement de prétendre être généreuse si elle n'assure pas déjà son propre modèle à elle. Et donc c'est déjà un premier filtre, c'est-à-dire que ça va être plus difficile peut-être pour certains secteurs qui sont un peu mis en difficulté en termes de marge, comme le textile ou la grande distribution. A contrario, les secteurs où on trouve plus d'écoute, c'est la banque assurance, c'est l'énergie, les services, ou encore la mobilité, le voyage, des secteurs qui ont beaucoup repris depuis Covid. Et donc, ça, ces secteurs-là, ça marche bien pour différentes raisons aussi. Non seulement on trouve des acteurs qui sont en très bonne santé financière, et donc qui sont dans cette opportunité de pouvoir give back, mais aussi, ils ont parfois aussi des enjeux de différenciation. On est dans une époque où tout se digitalise et donc toutes les offres se ressemblent de plus en plus. Rien ne risque plus de ressembler à un autre réseau bancaire qu'un réseau bancaire. Et donc, comment on arrive à valoriser nos engagements? Et donc ça, c'est un sujet qui est perçu notamment par pas mal de banques et d'assurances, c'est de se dire, en fait, via le volet solidaire, on va en faire un levier de différenciation sur notre caractère local, notre proximité, le fait qu'on reflète les valeurs de nos membres, de nos sociétaires. Donc ça, c'est quelque chose qui marche pas mal. Et souvent aussi, le DIFT marche bien lorsque des marques sont parfois déjà généreuses, ont déjà une fondation importante, croient déjà au pouvoir de la solidarité comme une bonne manière de fédérer son corps social, ses clients, ses collaborateurs, mais sont parfois restées un peu discrètes sur la valorisation de ce mécénat. Pour différentes raisons, parce qu'elles ne savaient pas forcément comment raconter cette histoire, ou par une tradition un peu française ou judéo-chrétienne de rester discret sur ce qu'on fait de bien. Pourtant, ça devient une opportunité de différenciation, et donc c'est là où nous, on vient apporter ce moyen on vient leur dire, vous pouvez raconter une histoire d'impact sans faire de greenwashing, ce sont des engagements que vous avez déjà, qui sont sincères, qui sont importants. Simplement, vous pouvez le faire de manière plus collaborative, plus participative. Vous pouvez donner la parole à vos clients et avoir cette logique de faire ensemble, tout simplement. Donc voilà, avec ces secteurs-là, voilà, on a observé que ça a résonné plus.
Et alors, selon toi, pourquoi finalement le mécénat d'entreprise, il est encore trop peu utilisé aujourd'hui? Parce que visiblement, il y a quand même un potentiel qui est énorme pour soutenir des projets à impact. Oui, bah c'est vrai que si on regarde les chiffres, c'est vrai que c'est encore peu utilisé, en particulier par les petites et moyennes entreprises. Les plus grandes entreprises vont plutôt l'utiliser. Euh, ce faible recours au mécénat, il tient à plusieurs facteurs, notamment un facteur culturel qui est très important, à savoir dans un pays, la France, où le taux de prélèvement obligatoire est en moyenne légèrement plus élevé peut-être dans le monde anglo-saxon. On a moins cette habitude culturelle de se sentir responsabilisé pour donner, pour soutenir sa communauté, ce qui existe plus aux États-Unis. Si on rapporte au nombre d'habitants, par exemple, un Américain donne 10 fois plus qu'un Français. Et donc, pourtant, les particuliers français donnent pas mal. Si on additionne les dons que font les citoyens français, ils donnent autant que les entreprises, donc c'est vraiment pas ridicule du tout. Mais c'est sûr qu'il y a un écart. Et donc, ça tient à plusieurs choses. Ça tient au fait qu'il y a un avantage fiscal, certes, mais il est encore parfois mal compris et pas utilisé, à vrai dire. À savoir, on s'imagine que ça va être complexe d'utiliser cet avantage fiscal, qu'il va falloir faire des conventions compliquées. Donc ça peut créer une forme de défiance, de se dire peut-être que c'est intéressant, mais je ne sais pas trop comment ça se passe. Ensuite, il y a la défiance par rapport aux associations, de se dire comment je peux m'assurer que c'est une association de confiance que je soutiens. Donc de se dire très bien, je pourrais faire du mécénat, mais qui me dit que l'argent va être bien distribué? Parce que c'est un peu flippant quand même le mécénat, parce que dans une entreprise quand même, c'est assez simple, on paye les salaires des gens, on paye les bureaux, on paye quelques prestataires qu'on connaît bien, mais envoyer de l'argent en dehors vraiment de la boîte, avec un risque réputationnel important, c'est quelque chose, si ça se passe mal, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir financé des choses qui se passent pas du tout comme prévu, et comme en plus c'est avec une image de bonne intention que ces associations-là se présentent, si ça se passe mal, le backlash est très important. Donc il y a un risque réputationnel, et ce risque il peut faire peur à des gens qui se disent moi je n'ai pas les moyens de savoir si c'est l'asso digne de confiance. Et ça renvoie au fait qu'en particulier il n'existe pas aujourd'hui si tu veux, de label ou de classement reconnu par tous de voilà les 1000 associations françaises qui sont bien gérées, que vous pouvez soutenir, etc. Alors il y a des choses publiques, il y a les structures qui sont reconnues d'utilité publique, il y a un certain nombre d'intermédiaires dont DIFT fait partie, donc c'est ce qu'on essaye de faire avec notre méthode de sélection et notre catalogue d'associations d'intérêt général. Mais voilà, cette défiance, elle est quand même importante. Et après, je pense qu'il y a en vrai un gros travail de pédagogie à faire sur le fait que c'est un moyen de créer aussi une forme de valeur localement pour toutes ces petites et moyennes entreprises qui ont à cœur d'être des acteurs reconnus de leur tissu local, qui ont à cœur de trouver aussi des leviers de fierté pour tout le monde autour d'eux, les collaborateurs, les clients, que c'est une manière de s'enraciner et de rendre aussi fier tout le monde, parce que voilà, on finance la transition, on finance des causes importantes, et ça, c'est quelque chose qui crée beaucoup d'adhésion chez tout le monde. Et alors justement, dans ce catalogue d'associations qui est disponible d'ailleurs sur votre site, comment en fait ces associations, elles sont sélectionnées? Est-ce qu'il y a des critères qu'elles doivent remplir justement pour être en partenariat avec DIFT? Oui, alors nous, le rôle qu'on se donne, c'est un rôle de tiers de confiance par rapport à la sélection de ces associations. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir apporter une quiétude maximale à nos centaines de mécènes qui soutiennent ces associations-là, parce qu'on aura déjà fait toutes les vérifications importantes. Et donc, notre positionnement, c'est qu'on a décidé de soutenir les meilleures associations de la transition écologique et solidaire, qui étaient les pépites d'aujourd'hui et donc les futures grandes associations de demain. Donc, ça veut dire qu'on soutient plutôt des petites et moyennes associations qui ont déjà fait la preuve de leur impact et qui sont en phase de d'essaimage ou de passage à l'échelle de leur impact social ou écologique. Et donc, pour ça, on a effectivement toute une méthodologie de sélection qu'on a construite avec un institut qui s'appelle l'Institut IDEAS, qui est un institut créé par l'Ordre des experts comptables qui est habitué à auditer des structures associatives. On a clarifié avec eux 5 grandes thématiques de conformité qu'on regarde, qui vont concerner aussi bien la gestion des finances, la gouvernance, est-ce que cet asso va avoir un impact important sur le problème qu'elle résout. Et on essaye pour chaque catégorie, donc par exemple, un exemple sur la dépollution des océans, par exemple, de se dire quelles sont les 2 ou 3 associations les plus dynamiques et qui correspondent à
ces critères et à cette taille d'association qu'on peut trouver sur le marché, entre guillemets. Et donc, on réalise ce travail en interne, avec aussi un comité d'impact qui est composé de personnalités de la RSE et du mécénat, donc il y a notamment Brune Poisson, l'ancienne secrétaire d'État à l'écologie, Max Thillé-Duboulet qui dirige un grand fonds de dotation français sur la forêt. Donc on a des experts qui nous permettent aussi de mettre le nez dans ce travail et de nous aider sur la validation. Et tout ça, à la fin, donne une sélection d'environ 100 associations d'intérêt général sur toutes les grandes thématiques de la transition. On n'est pas expert de tout, mais on fait venir cette expertise et on coche les cases et on score, on va dire, chaque asso. Et puis après, ça nous permet eh bien d'avoir la conviction que ces assos-là ont un bien plus grand potentiel d'impact que d'autres. Et donc, on décide de les soutenir. Et donc, ça fait un très beau catalogue sur votre site internet. Oui, ouais, c'est un beau... en termes visuels, même, ça fait plaisir. En fait, ça, c'est comme presque un catalogue d'e-commerce, sauf que c'est des images du monde, c'est des images de gens qui se battent pour des choses importantes. Et donc, c'est vrai que je trouve qu'il donne le sourire aussi, ce catalogue, par tout ce qu'il dit des gens qui se battent un peu pour un monde plus sympa. Et alors justement, une fois qu'une entreprise elle a choisi par exemple de faire un don à une association, comment ça se passe le suivi? Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on a des informations sur l'avancée de ce projet, etc. Oui, bien sûr. Alors, tu vois, on remplace une manière de faire plaisir aux gens et donc on veut jouer ce jeu-là, à savoir on veut être une récompense ou un cadeau qui va aussi faire plaisir différemment parce qu'on n'est pas sur un cadeau qui est directement pour soi. Et donc, ça veut dire que on veut proposer un suivi de la même manière que tu posais ton goodies peut-être sur ton bureau, après tu l'oubliais ou que sais-je, tu mets dans ton placard. On a envie que tu aies des occasions de te souvenir de ce moment de générosité. Et donc, quand tu distribues un gift, que ce soit un bon de point de fidélité, un gift alternatif à un goodies, etc., tu vas recevoir tous les 3 mois, pendant une certaine période, des nouvelles du projet financé. Et donc, l'association, via Dift, envoie ces nouvelles-là. Donc, il faut imaginer que c'est comme, si tu veux, un post sur les réseaux sociaux, mais tu vas en recevoir des nouvelles. C'est une petite newsletter. Exactement, c'est une petite newsletter. Et donc, tu reçois ces nouvelles-là. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, ça fait un fil de nouvelles. Et c'est aussi important pour les marques parce que d'abord, ça apporte une confiance sur le fait que, oui, elles ont fait une action sérieuse et que c'est pas du ponctuel, du one-shot. Mais aussi parce que notre intérêt il vise à aligner les intérêts des marques et les intérêts des assos et les nôtres, et donc on a envie qu'il y ait une réexposition aussi de la marque qui, parce qu'elle a permis cette générosité, puisse se rappeler au bon souvenir de son client ou son collaborateur dans la durée aussi. Et tout ça, je peux en tant qu'utilisateur le retrouver sur mon compte Dift, ce qu'on est en train de lancer progressivement, à savoir un compte où tu retrouves tout ton historique d'impact, un fil d'actualité avec tes assos que tu as soutenus, où tu peux réoffrir des gifts à d'autres gens, refaire des dons. Donc ça fait partie de cette vision-là effectivement de créer un fil rouge entre une marque et ses membres ou clients via le solidaire. Ok. Écoute, merci pour cette réponse. Maintenant, on va parler peut-être un petit peu chiffres. Est-ce que tu pourrais nous partager une estimation peut-être des dons qui ont été collectés en 2024 pour soutenir des projets plutôt écologiques via Dift, même si évidemment Dift ne soutient pas que des projets écologiques, hein. Mais alors, tout à fait. Alors, c'était très important pour nous d'inclure de manière très importante les projets écologiques, alors que historiquement, ils ne le sont pas énormément dans le mécénat. Dans le mécénat, il y a 9% des dons qui vont à des projets écologiques, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, un mouvement comme One Person for the Planet s'est créé à l'époque. C'est pour dire on a envie qu'il y ait plus de dons qui aillent pour la biodiversité, etc. Et donc nous, on est aussi parti un petit peu de ce constat. Donc ça veut dire on a coloré, on parlait du catalogue d'associations, on a coloré ce catalogue d'associations de manière importante sur le volet écologique. À savoir, il y a plus de 30% des projets de ce catalogue qui sont écologiques. Et sur les chiffres 2024, on a 35% des financements qui vont vers l'écologie. Okay. Donc c'est déjà presque 4 fois plus que la moyenne du mécénat français, et qui du coup est plutôt à 9%. Et donc ça on l'attribue au fait que déjà on peuple une offre importante là-dessus, on la rend visible, cette offre de projets associatifs sur l'écologie, donc sur toutes les facettes que ça peut avoir, financement de la biodiversité,
sensibilisation avec tout un tas d'actions à destination des différents publics, dépollution, et il y a plein d'actions importantes sur les sujets carbone également. Donc, ne serait-ce que sur ces thématiques-là, on a à chaque fois 6 ou 7 projets qui correspondent à la thématique. Et donc, on y voit, on a réussi à peupler le catalogue et donc à créer plus d'appels d'air de dons dans cette direction. Mais aussi, on remarque que comme on est sur des actions qui sont orientées cadeaux, en fait, récompenses, les marques aussi aiment beaucoup faire figurer dans leurs actions de mécénat, notamment des causes sur des enjeux très concrets de la transition écologique. Vous avez 2 exemples, c'est sur la biodiversité et la dépollution. C'est des aspects assez émotionnels de se dire qu'on travaille pour la biodiversité, on travaille pour des espèces qui sont fragiles, on travaille pour des écosystèmes qui sont fragiles, ou également pour la dépollution. C'est à peu près clair pour tout le monde qu'il vaut mieux un déchet qui ne soit pas dans la nature qu'un déchet dans la nature. Et donc, ces aspects-là, ils sont très fédérateurs. Et donc, moi, je me réjouis qu'on arrive à recréer un petit peu de positivité là-dessus, sur ces sujets de transition, grâce à ces projets écologiques fédérateurs. Souvent, on adore dans l'espace public, sur les réseaux, utiliser l'écologie comme une manière de s'opposer, de se dire qu'il y en a qui sont meilleurs que les autres, il y a des marques qui font des trucs terribles, où il n'y a que des marques qui font des trucs terribles, ce qui n'est pas exactement le cas. Je suis très heureux de voir que on arrive quand même à réconcilier les entreprises, les associations et les gens, notamment autour de projets relativement consensuels autour de la transition écologique sur biodiversité et dépollution. Justement, est-ce que le mécénat d'entreprise, toi, à l'avenir, tu penses que ça va devenir un réflexe? Est-ce que ça tend vers cette évolution ou pas? Oui, alors, en fait, on est quand même dans un monde où le tout profit ne suffira pas à créer des boîtes qui aligneront les intérêts de tout le monde. Et ça, il y a plein de modèles mutualistes qui l'ont déjà compris. Il y a 1 an et demi, il y a aussi bien la Maïf que le Crédit Mutuel qui ont annoncé la mise en place du dividende écologique ou sociétal, dans les 2 cas. À savoir, on redistribue 10 à 15% de mon profit chaque année à des causes. Et ça, en fait, on pourrait se dire que c'est simplement une vision un peu plus moderne de l'entreprise. Et ça, c'est en partie le cas, à savoir de se dire ce qui va derrière aligner les intérêts des collaborateurs, le choix des clients, c'est de se dire que je travaille avec une entreprise qui n'est pas que là pour enrichir et créer davantage de dividendes pour les actionnaires, mais c'est aussi un modèle qui inspire. Et je suis regardé les modèles qui inspirent beaucoup, c'est des modèles comme Patagonia qui a créé un modèle de fondation actionnaire qui reverse pour la nature. Donc il y a un côté simplement moderne et plus en phase avec les attentes des gens aujourd'hui qui se projettent aussi davantage, que ce soit dans le travail ou dans la consommation, avec des marques qui reflètent davantage ça. Donc ça, on a ces entreprises pionnières qui tracent un chemin intéressant. Et à plus petite échelle, en tout cas, on voit qu'en fait le mécénat et le fait de soutien des causes, c'est surtout un engagement qui va prendre plein de manières différentes. On parle beaucoup là du mécénat financier, ça peut être aussi d'autres modes de mécénat de compétences, etc. Donner de son temps pour une association. Et même le mécénat financier peut prendre de multiples formes, aussi bien les mécanismes d'arrondi, etc. Mais en tout cas, je crois que le solidaire a un super pouvoir qui va faire que les entreprises vont continuer à s'en emparer. C'est qu'il a ce pouvoir de créer du commun. Et dans un monde où les algorithmes nous divisent beaucoup, ou nous renferment dans des bulles entre nous, où on n'arrive plus toujours à rentrer en empathie les uns avec les autres, il a ce pouvoir-là. Et donc je pense que beaucoup le savent ou vont le redécouvrir dans les années à venir et se rendre compte que du coup c'est un levier très puissant dans leur intérêt bien compris, leur marque, ou tout simplement la pérennité d'un modèle qui doit tenir compte du fait qu'il y a des sujets d'intérêt général qui, s'ils ne sont pas totalement gérés par l'État ni par les citoyens, il faut bien que les entreprises, acteurs puissants parmi les acteurs puissants, s'emparent également de ces sujets-là. Donc voilà, donc finalement c'est oui, puisque les entreprises ne sont pas dans leur bulle, puisqu'elles sont dans le monde d'aujourd'hui et qu'elles sont bien conscientes de comment il va, cette vague de croissance du mécénat qu'on voit en particulier en France depuis 10 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, ces dernières années, ça a quand même déjà bien évolué. Oui, bien sûr. En fait, alors à tous les niveaux, là on parle beaucoup d'entreprises, il y a aussi beaucoup chez les particuliers, il n'y a jamais eu autant de fonds de dotation qui ont été créés. Donc, les fonds de dotation, c'est des genres de fondations un peu plus simples à créer, on va dire, pour les particuliers.
Donc il y a beaucoup de nouveaux philanthropes également, des philanthropes qui sont plutôt non pas nécessairement des patronnes de 70 ans, etc., mais vont être des philanthropes quadragénaires, qui ont déjà eu des premiers succès professionnels et se disent qu'ils ont envie de give back, qui ont une approche un petit peu nouvelle aussi de la philanthropie, qui vont avoir une approche très orientée impact, pour pouvoir maximiser l'impact de leurs euros par rapport à ce que ça peut obtenir sur le terrain. Donc il y a un vrai vent de fraîcheur sur la philanthropie, et je crois que ça a fait tout simplement écho au constat commun que font beaucoup de gens, de se dire que le monde en a besoin, tout simplement, et que comme en parallèle les investissements publics dans les associations et les subventions publiques diminuent graduellement depuis 15-20 ans, l'État n'ayant plus forcément les moyens de cette politique-là, il y a quand même cette responsabilisation plus importante qu'on observe du côté des entreprises ou des plus fortunés. Mais alors justement, pour conclure, j'ai fait un petit peu le tour de mes questions, mais j'en ai une dernière. Quel message tu voudrais adresser aux entreprises qui hésitent encore à se lancer dans ce mécénat participatif? Waouh, ça met la pression là. Pas de pression. Agir, c'est notre responsabilité à tous. Et ce qu'on est en train d'essayer de découvrir de construire avec DIF, c'est un moyen d'agir ensemble. Et ça, c'est pas facile parce que nous, on rencontre beaucoup d'entreprises qui sont écartelées entre la peur du greenwashing, à savoir j'agis de manière imparfaite, j'en parle et je me fais taper dessus, et la tentation du greenwashing, à savoir je parle le moins possible de mes engagements, de telle sorte qu'on risque de m'oublier et de pas forcément m'attaquer. Et donc nous, on trouve que c'est très délétère évidemment ce dilemme, parce que c'est un dilemme qui crée de l'inaction et qui cache la responsabilité des entreprises d'agir. Et donc, ce qu'on a envie de montrer, c'est que oui, il est à la fois possible d'agir en se proclamant pas du tout parfait, mais en agissant avec ses parties prenantes. Et c'est là une manière de rompre ce dilemme de l'inaction. Et donc, c'est ce qu'on crée avec DIFT. Avec DIFT, c'est une manière finalement de se dire, on soutient des causes, mais on le fait avec vous, clients, collaborateurs. Vous pouvez nous faire un retour parce que de toute manière, c'est collaboratif, c'est participatif. Les gens, il y a un difter sur 2 lorsqu'il distribue son don qui laisse un commentaire. Là, on est dans notre bureau, on voit même le dashboard avec tous les commentaires en direct des gens qui montrent qu'ils sont ravis d'avoir soutenu une cause. C'est vrai, je le vois, je confirme. Ouais, on ira les voir juste après. Et donc voilà, ça crée cette boucle retour qui crée en fait une vraie confiance, parce que les marques qui finalement greenwash ne permettent pas la possibilité du retour ou d'un dialogue ou d'une co-construction avec leurs parties prenantes, parce que elles se proclament parfaites. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on a voulu casser. Et moi, le message aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui n'ont pas greenwash. La grande tendance de 2025 que j'observe, c'est plutôt le greenwashing, à savoir on se tait sur nos engagements et on ne se différencie plus trop là-dessus et on n'en parle pas trop. Donc pour moi, c'est presque un mal encore pire que le greenwashing. Et donc voilà, mon message, c'est n'ayons pas peur d'agir et de le faire ensemble. Et le DIFT, et ce qu'on construit avec DIFT, c'est une manière sans coût supplémentaire, parce qu'on s'attaque à des budgets marketing qui sont déjà présents sur la table, mais qui vont pouvoir simplement être réorientés vers la transition, sont une manière de créer un engagement, une image, une fidélisation qui sont bien plus puissantes que plein d'autres mécanismes marketing. Et donc c'est là la beauté de ce qu'on construit avec nos partenaires. Donc n'ayez pas peur. Eh bien, merci beaucoup Georges pour les quelques instants que tu nous as accordés et surtout de nous avoir fait découvrir DIFT. Merci de ces questions et cet échange. Allez, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et cette conversation avec Georges nous l'a bien montré. Financer la transition écologique, ce n'est pas forcément synonyme de gros investissements ou de démarches complexes. Avec des solutions comme DIFT, eh bien, ça devient tout à fait accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et surtout, ça devient concret, collaboratif ou encore engageant. Le mécénat participatif, c'est un levier qui est encore trop peu utilisé, mais qui peut vraiment changer la donne. Il permet de soutenir des associations qui chaque jour agissent pour le climat, la biodiversité ou la dépollution, tout en embarquant les collaborateurs dans une démarche qui est pleine de sens. Finalement, c'est une autre manière de contribuer à la transition, autrement qu'en changeant une chaudière ou en achetant une voiture électrique, par exemple. Alors, et vous, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de choisir un projet associatif grâce à votre entreprise ou même d'utiliser un don préfinancé pour soutenir une cause qui vous tient à cœur? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on a hâte de vous lire. Merci pour votre écoute et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Préparons demain.
Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.